Oui, finalement, ma conclusion se transforme en introduction, mais je ne m'empêchera pas de dire quand même, de faire quelques réflexions sur ce qui s'est passé ce matin. Mais avant de parler de nos travaux de la matinée, je veux d'abord remercier l'Institut pour la justice, et ce n'est pas une phrase convenue, remercier aussi bien sûr Alexandre Gugliaris. Je dois dire que je les admire pour leur courage, pour le fait qu'ils ne refusent toujours de parler la langue de bois judiciaire, qu'ils recherchent la vérité, ce qui est quand même essentiel en matière de justice. Ils mènent un combat qui est difficile, voire dangereux, et semé d'embûches en tous les cas. Et je dois dire que, heureusement, je vois qu'ils ont ici de nombreux amis, de nombreux alliés, et cela me rassure pour eux. En tous les cas, merci à vous. Voilà, alors je voudrais dire aussi un petit mot à monsieur et madame Marin, puisque mon expérience de magistrat, j'ai beaucoup souffert quand je vous ai entendu ce matin, parce que bien évidemment les dysfonctionnements de la justice, je les connais fort bien. Heureusement, je n'en ai pas été victime comme vous de façon aussi dramatique. Je voudrais simplement rappeler une phrase que disait le doyen Carbonnier, qui a été mon professeur de droit à Assas pendant 4 ans, et qui disait « Le juge doit toujours juger avec la main tremblante ». C'est-à-dire qu'il faut bien sûr toujours beaucoup peser, beaucoup réfléchir. Et quand vous parlez d'une expertise, c'est simplement un simple élément qui doit éclairer le juge. Ça ne doit pas. Une expertise peut faire l'objet d'une contre-expertise, doit toujours être débattue, puisque je dis toujours que le principe essentiel pour un magistrat, c'est le contradictoire, le principe de la contradiction. Entendre tout le monde, peser, et c'est là que l'acte de juger intervient, l'acte décisionnel qui est très lourd, très difficile. Heureusement, il y a les voies de recours, parce que nous pouvons toujours nous tromper, même en étant consciencieux et bien évidemment avec l'éclairage de toutes les règles de droit. En tous les cas, je m'excuse au nom pour ma collègue, parce que je trouve absolument épouvantable ce qui vous est arrivé. Je ne sais pas si le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi, mais je pense en tous les cas que ça serait bien qu'ils en débattent et qu'éventuellement vous leur demandiez à être entendus. Pourquoi pas? Alors revenons-en à nos travaux de la matinée. Alors j'estime d'abord que cette matinée nous a permis de toucher du doigt l'extrême complexité, l'extrême diversité aussi, et enfin l'extrême évolutivité du phénomène de la délinquance des mineurs. C'est donc avec un grand soulagement que je laisserai à Alexandre Gugliaris, qui est chargé de conclure les travaux, le soin de tenter de donner une réponse à la question qui est malheureusement récurrente et qui est posée par votre programme, Justice des mineurs. Quelle réponse ? Je me bornerai donc à quelques réflexions qui sont liées bien sûr aux très riches interventions de la matinée, mais aussi au regard de mon expérience professionnelle de la justice des mineurs. Certains spécialistes se sont attachés à répertorier une typologie de la délinquance des mineurs, et plusieurs d'ailleurs intervenants s'y sont plus ou moins référés ce matin. On parle tout d'abord de la délinquance qui est dite de transition, une délinquance qui est occasionnelle et qui est liée à la période de l'adolescence. C'est la plus courante, c'est celle qui est réputée la plus facile à traiter. Le deuxième type de délinquance, c'est la délinquance pathologique. Cette délinquance dont nous a parlé Roland Coutenceau et qui, elle, est liée à des troubles de la personnalité. Et là, je dois dire que la justice des mineurs est bien mal armée pour y trouver les bonnes réponses. Et enfin, le troisième type dans cette typologie de délinquance, c'est la délinquance que l'on appelle la délinquance d'exclusion, c'est-à-dire une délinquance qui serait liée à la précarité, qui serait liée aux conditions socio-économiques, enfin pour parler court, à la délinquance des banlieues dont nous a parlé Mohamed Douane de façon fort intéressante ce matin. Mais cette typologie, certes, elle est séduisante, surtout dans le pays de Descartes, mais à mon avis, elle est insuffisante et en tous les cas, elle ne nous permet pas réellement de régler les problèmes. Ainsi que cela vous a été indiqué, mais je vous le rappelle, selon les derniers chiffres du ministère de la Justice, à l'heure actuelle, 9,5%
de l'ensemble de la délinquance est commise par des mineurs. Et les actes graves de délinquance juvénile sont le fait, cela nous a été dit, et cela fait longtemps que ce chiffre perdure, c'est le fait de 5% d'adolescents qui commettent à peu près 50% des délits. Donc on voit que le diagnostic quantitatif est clair, les solutions le sont beaucoup moins. Quel que soit le type de délinquance, mon expérience personnelle de juge des enfants puis de directrice de la protection judiciaire de la jeunesse m'a conduite à constater qu'en réalité, il n'y avait pas de véritable déterminisme social en cette matière. Chaque jeune, quel que soit son milieu social, s'il est bien encadré par des services appropriés et s'il parvient à trouver un ancrage affectif suffisant, c'est très important, il arrive à trouver une place dans notre société. Et heureusement, de nombreux jeunes de familles plutôt défavorisées traversent l'adolescence sans poser aucune difficulté judiciaire. Donc, ce noyau très, très dur, c'est celui-là qui est la principale, le principal noyau de difficultés pour les juges des enfants, et c'est ce qui est le plus mal ressenti aussi par la population. Le rôle des adultes, et cela nous a été très bien rappelé ce matin, c'est justement non pas de dire au mineur délinquant qu'il est une victime du système, et c'est ce que j'ai beaucoup entendu dire malheureusement dans les foyers de la PJJ, mais de l'amener progressivement à comprendre qu'être responsable, c'est devoir et pouvoir répondre de ses actes jusque dans les échecs. C'est comme ça qu'on devient adulte. D'ailleurs, au niveau international, quand on compare les législations, on constate que la grande majorité, la plupart, optent bien, après y avoir réfléchi, pour le principe de la responsabilité pénale des mineurs, même si c'est un principe de responsabilité pénale atténuée. Et ceci dit, la complexité est telle que, je l'ai remarqué, j'ai souvent été frappée par le fait que certains mineurs multiréitérants, qui avaient fait plusieurs séjours en prison, eh bien, parvenaient, lorsqu'ils sortaient de l'adolescence, à s'intégrer parfaitement, alors que d'autres, qui avaient un comportement délinquant beaucoup plus discret, eh bien, ils venaient ensuite grossir les rangs des tribunaux correctionnels. Comme l'écrit très justement le professeur Ozer, le mineur est le cheval de Troie de l'invasion des bons sentiments dans les systèmes juridiques. Les dérives actuelles de la justice, et plus particulièrement de la justice des mineurs, sont à mon avis beaucoup plus faciles à pointer que les remèdes. Parmi les dérives les plus importantes, je considère en premier lieu, comme beaucoup d'ailleurs, qu'il est totalement illusoire de persister à imaginer que la délinquance des mineurs, dans son traitement, peut prendre appui sur un texte qui date de 1945, c'est-à-dire qu'il y a plus de 70 ans, c'est un âge vénérable, mais qui n'a plus grand-chose à voir, la société à cette époque, à la sortie de la guerre, n'a plus grand-chose à voir avec celle que vivent les jeunes du XXIe siècle. Nous sommes en effet dans une société d'hyperconsommation, alors que tout manquait à cette période. Nous sommes dans une société très métissée, alors que ce n'était pas le cas à l'époque. Une société qui est en prise aux éclatements familiaux, qui était moindre, je crois, et une société dans laquelle les liens entre les parents et les enfants, ou bien même les liens entre les adolescents entre eux, ont été totalement bouleversés et ont bien peu de repères avec ceux de l'après-guerre. Alors, je croyais qu'il y avait 37 modifications de cette ordonnance de 45, et puis j'ai entendu ce matin qu'il y en aurait 44. Peu importe, en tous les cas, ça prouve que c'est un texte qui est totalement illisible. Je pense que c'est probablement le seul texte qui perdure avec 44 réformes pour essayer de le rapiécer. Et malheureusement, on sait ce que deviennent les tissus à force de rapiècement. Ils tombent en poussière.
C'est d'autant plus dangereux que cette ordonnance, en fait, permet à chacun, du fait de son illisibilité, de l'interpréter exactement comme son idéologie l'incite à le faire, en fonction de sa propre vision politique. Or, nous savons tous que la loi, justement, elle doit être le reflet clair de ce qu'est l'intérêt général d'une société à un moment donné. Deuxième dérive qui me paraît très importante et que je veux souligner, je suis choquée depuis longtemps par l'absence d'une réelle spécialisation dans le traitement de la délinquance des mineurs. On dit toujours que les tribunaux pour enfants, ce sont des juridictions spécialisées. Ce n'est pas la vérité, puisque il ne suffit pas de mettre une étiquette pour enfants ou pour mineurs pour avoir les compétences en réalité pour juger ces enfants ou ces mineurs. Alors qu'on n'hésite pas à mettre le paquet quand il s'agit de traiter les affaires économiques et financières, qu'on n'hésite pas non plus à créer des sections hyper performantes dans un certain nombre de domaines, et notamment, je pense, en matière judiciaire pour le terrorisme, eh bien, en ce qui concerne la justice des mineurs, rien n'a été fait dans ce sens. On continue toujours à reprendre les mêmes recettes qui, malheureusement, ont démontré qu'elles n'étaient guère crédibles. On est passé des IPES de l'après-guerre où on faisait un véritable apprentissage qui à ce moment-là a été efficace, à des centres fermés ou à des foyers éducatifs où le programme éducatif concret n'est compréhensible que par ceux qui les ont écrits. Mais en ce qui concerne les malheureux mineurs qui sont dedans, eux-mêmes ne savent pas trop ce qu'ils font là-dedans. Et en ce qui concerne les éducateurs, il faut savoir que ce sont les derniers qui sortent du concours qu'on met dans les foyers, notamment dans les centres fermés, c'est-à-dire ceux qui ont le moins d'expérience. Ça a toujours été comme ça dans la fonction publique, c'est les derniers, les arrivés qui prennent les postes les plus durs. C'est pas souhaitable. En tous les cas, il ne faut pas dire qu'on veut vraiment traiter réellement le problème de la délinquance des jeunes si on met des gens qui n'ont aucune expérience. C'est un sujet tellement difficile qu'il demande énormément d'expérience, de savoir-faire, de connaissances humaines et juridiques, parce que n'oublions pas que le juge, c'est pas une assistante sociale, le juge des enfants, c'est celui qui va prendre la décision au regard de tous les éléments qui lui auront été soumis et qui pourra aussi, s'il voit que la solution qu'il a prise n'est pas bonne, eh bien la modifier immédiatement, puisqu'il a la possibilité de suivre dans le temps, au moins durant toute son adolescence, le jeune. Alors, cette spécialisation aussi, elle est carencée du fait qu'en réalité, depuis 1958, les juges des enfants s'occupent surtout de l'enfance en danger, c'est-à-dire des tout petits enfants ou des très jeunes enfants qui sont en danger. Il faut savoir statistiquement que les 2/3 du temps consacré par les magistrats, il est consacré à l'enfance en danger et il leur reste simplement 1/3 pour s'occuper de l'enfance délinquante. C'est tout à fait insuffisant, parce que, bien évidemment, ils choisissent de protéger le bébé plutôt que de s'occuper du mineur, de ces 5% qui embêtent tout le monde, qui ne sont pas gratifiants, qui vous agressent dans votre cabinet, mais qui pourtant, c'est un challenge, c'est un très beau challenge aussi de les socialiser. Le juge des enfants aussi se trouve toujours privé des solutions faute d'outils éducatifs adaptés. Nous n'avons aucun outil évaluatif qui nous permettrait de dire voilà quelle est la bonne solution. Statistiquement, tant de jeunes sont sortis de tel type de centre, ils ont réussi une réinsertion, ou tant de jeunes, au contraire, qui ont été suivis en milieu ouvert, ça n'a servi à rien, ou ça a été positif. Là aussi, il n'y a pas d'observatoire indépendant de la délinquance des mineurs. Bon, ceci étant dit, je vais conclure mon introduction. Je ne veux pas quand même me montrer trop pessimiste pour l'avenir, mais malheureusement, l'expérience et l'âge m'ont montré que d'une part, les mineurs ne constituent pas un lobby qui intéresse réellement les politiques. Donc ceux-ci ne se penchent généralement sur le problème de la justice des mineurs, et je crois que cela a été dit ce matin, que lorsque l'insécurité devient trop criante ou lorsqu'il y a un drame tel que toute la société est ébranlée. D'autre part, il faut savoir que les solutions coûtent cher, mais actuellement, la justice des mineurs coûte très cher. Un placement dans un CEF, c'est d'environ 1 000 € par jour et par mineur.
Alors ça vaut le coup si ça donne des résultats, ça ne vaut pas le coup si le mineur est encadré par n'importe qui, uniquement pour pouvoir s'en débarrasser et éventuellement ne pas le mettre en prison. Mais ce n'est pas forcément tellement mieux. Donc je pense que malheureusement, en ce qui concerne le problème que nous essayons de traiter cet après-midi, il est beaucoup plus facile de discourir, surtout idéologiquement, et c'est ce que ne manquent pas de faire les politiques, surtout avant les campagnes électorales, que de trouver des solutions réellement efficaces. Pourtant, et je veux terminer sur un message d'optimisme, il faut savoir quand même que la France est le pays qui a le plus d'enfants en Europe actuellement, et je pense que ceci, c'est un vrai message d'espoir. Donc j'avais prévu de vous souhaiter un bon appétit, mais là, je pense que c'est plus tout à fait dans le ton. Voilà, par contre... Merci, Madame le Premier Avocat Général.